Un grand merci pour cette invitation. C'est un peu difficile dans un climat international aussi dramatique de viser des horizons à si long terme, mais pourtant, développement durable, ça veut dire commencer aujourd'hui comment continuer aujourd'hui malgré les tempêtes actuelles. Pourquoi? Parce que avec les dimensions culturelles, on est au cœur du sujet, au cœur de ce qui fait sens. Et dans le monde actuel, tous les sens sont bouleversés ou ont simplement disparu. Je vais intervenir de façon brève en 4 points. Le premier, c'est le danger du vocabulaire. La culture ne peut pas être un sujet, encore moins un pilier. Pourquoi? Parce qu'à ce moment-là, on tombe dans une vision essentialiste, où on prend la culture comme si c'était un sujet. Or, le sujet, c'est les êtres humains. Et donc, la culture, c'est plutôt un domaine. Et on travaille avec cette possibilité du quatrième pilier du développement. Aujourd'hui, on veut essayer de faire ce qu'on appelle une dépiliarisation, c'est-à-dire enlever ces cloisonnements. La dimension culturelle, elle est transversale, elle est complexe. Sans quoi, on a soit une réduction du domaine culturel aux beaux-arts et au patrimoine, ou bien une vision floue qui est un ensemble externe. Or, les sujets, et c'est mon deuxième point, les sujets du développement, ce sont les personnes, seules et en commun, les personnes avec leurs capacités, leurs institutions. Autrement dit, ce qu'on appelle une approche du développement basée sur les droits humains, qui signifie que les droits humains sont des capacités qui sont donc à la fois les premiers moteurs du développement, puisque développer ses capacités de santé, ses capacités de savoir, autrement dit culturelles comme tous les autres, c'est bien ce qui fait le développement, et c'est en même temps l'objectif. Et c'est pour ça que les dimensions culturelles sont à la fois moyens et objectifs. Pourquoi moyen, c'est extrêmement important? Parce que développer ses capacités, c'est développer ses capacités. C'est la vision d'Amartya Sen, de Martha Nussbaum et de bien d'autres qui fait que le but, c'est un épanouissement de chacun dans ses relations, ce qui implique évidemment un soin de toutes les ressources. Et avec les dimensions culturelles, nous allons mettre l'accent à la fois sur les acteurs, la capacité de connaissance des acteurs, sans lesquels ils ne sont rien. Prenez l'exemple des dimensions écologiques. Si on n'a pas des connaissances fortes sur ce que c'est que l'environnement, sur ce que c'est que l'alimentation, quand je dis des connaissances fortes, c'est-à-dire des connaissances scientifiques vulgarisées, des connaissances pratiques, des connaissances expérientielles, évidemment, ça ne signifie rien que de parler du changement climatique. Donc, partout, vous avez du savoir, la prise en compte des capacités de savoir des personnes, qui est en même temps le premier moyen pour exercer n'importe lequel de ces droits. Et les personnes, ce sont les acteurs du développement. La culture, comme l'économie, comme le social, ce sont seulement les domaines. Et donc, pour éviter cette pilarisation, ce cloisonnement ou l'essentialisme des domaines, il faut revenir à la complexité des sujets. Et ce n'est pas du tout de l'individualisme, parce que c'est les personnes qui travaillent aussi en collectif avec leurs institutions, etc. Donc, le véritable point, le véritable droit, c'est le droit de participer à la vie culturelle qui nous intéresse ici, avec également le droit à l'éducation, puisque si le droit à l'éducation n'est pas un droit culturel, on se demande ce que c'est. Le droit de participer à la culture, et vous y ajouterez en même temps le droit à l'information, parce que si l'information n'est pas quelque chose de culturel, qu'est-ce que c'est? Donc, dans le droit de participer à la vie culturelle, le droit de participer à l'information, le droit de participer à la formation, donc à l'éducation, et avec leur contenu, c'est-à-dire le droit de participer au patrimoine, vous avez un ensemble de droits culturels qui tous ont en commun de dire le droit de savoir, le droit d'être reconnu comme étant capable de savoir,
c'est-à-dire de participer aux autres savoirs et par conséquent le droit de participer librement. Non seulement un droit, mais donc une liberté, mais aussi évidemment les responsabilités. Et donc, si vous prenez le développement non pas comme un ensemble administratif de politiques qui s'ajoutent les unes aux autres, mais comme un véritable moteur, un dynamisme qui consiste à développer les différentes capacités, ce qui n'est possible que si elles sont en synergie. Alors à ce moment-là, vous comprenez que l'approche du développement basé sur les droits humains implique véritablement leur indépendance. Et le droit au développement, c'est le droit à l'interdépendance des droits humains, à leur réalisation comme telle, mais en plus qu'à l'intérieur de ce moteur, dans lequel vous pouvez mettre de l'essence, vous pouvez mettre des mécanismes, vous pouvez mettre de l'électricité, tout ce que vous voulez pour continuer cette métaphore, le savoir est un élément fondamental. Et c'est ce qui fait le nœud de tout le reste. Puisque pour participer, il faut pouvoir connaître, il faut pouvoir avoir la liberté de choix des informations, puisque c'est complexe, la liberté des décisions, la possibilité de transmettre, sans quoi tout s'effrite et plus rien ne peut être continu. Mais le droit donc de participer à la vie culturelle doit être pris ici dans un sens à la fois large et précis. Large, ça veut dire qu'on a une vision anthropologique, mais précise, ça veut dire qu'on peut énumérer les différentes disciplines culturelles, en quoi elles sont toutes essentielles, fondamentales, et en quoi elles s'appellent, et je dis bien, elles s'appellent les unes aux autres. Elles ne sont pas seulement à associer pour avoir une vision large, mais il y a un besoin. Un scientifique a besoin de poésie, un poète a besoin de science, a besoin de peinture, a besoin de géographie, a besoin de contact avec la terre, a besoin de langage riche, n'est-ce pas? Et tout cela forme la puissance de la vie culturelle, notre puissance d'admiration, notre puissance d'émancipation, notre puissance de transmettre ce qu'il y a de plus noble à nos enfants, tout en recevant ce qu'il y a de plus noble qui a été euh, comment dire, construit, enfanté, fécondé par toutes celles et ceux qui nous ont précédés, la puissance de toucher les choses. La vie culturelle, c'est le droit de toucher et d'être touché, le droit de voir et d'être vu, le droit de sentir et d'être senti, etc. C'est la plus grande des jouissances qui implique évidemment la vie culturelle dans l'alimentation, dans la santé, dans l'habitation. Autrement dit, c'est dans chaque discipline culturelle que va se jouer véritablement, non, alors, euh, ce que j'appellerais le sens des droits humains et le sens de leur interdépendance dans le développement, mais en même temps, on pourrait dire une vision qui est à la fois, euh, on peut dire plus spirituelle, puisqu'elle implique ce qu'il y a d'infini en nous, mais non moins physique, puisqu'à chaque fois, ça se joue dans l'attention au corps. Le corps de chacun et le corps de tout ce qui nous entoure, hein, y compris l'eau, les montagnes, l'air, la terre, les plantes, les animaux et bien entendu nos proches. Et donc, vous avez là une vision qui est beaucoup plus intégrale, beaucoup plus concrète, beaucoup plus exigeante, beaucoup plus libre et par conséquent beaucoup plus difficile à montrer en politique. C'est ça la difficulté, parce qu'une vision politique a besoin de classer les choses pour pouvoir sécuriser les responsabilités de chacune, de chacun, pas marcher sur les plates-bandes de son voisin, et, etc. C'est le problème du politique. Comment faire une politique vraiment humaine? Et donc, nos réponses, évidemment, va être dans cette question d'objectif. Donc, le critère pour savoir si on est dans cette ligne, c'est est-ce qu'on donne une place aussi importante, par exemple, aux sciences qu'aux arts. Quand je dis aux sciences, ça veut dire à l'immense diversité de sciences, y compris de ce qu'on appelle savoir traditionnel. Une science, c'est aussi un savoir traditionnel, autant que la diversité des arts, arts de faire, métiers d'art, etc. Et la même chose pour les modes de vie, puisque dans chaque mode de vie, vous avez des choses précises, donc l'alimentation, la vie familiale, la conception de la sexualité, du corps humain, etc., etc.
Donc ceci, ce sont à chaque fois des disciplines, et j'insiste sur le mot discipline, parce qu'une discipline, c'est l'acquisition, l'appropriation de savoir dans tous les sens du terme, savoir-être, savoir-faire, savoir comprendre, euh, qui permettent l'émancipation, qui permettent la jouissance, donc la joie de savoir et la joie de pouvoir. Parce que la joie de savoir, c'est toujours de partager du savoir, donc c'est toujours une joie de communication en même temps qu'une joie de découverte de tous ses sens, n'est-ce pas? Et du sens de partager du sens que peut avoir dans la vie quotidienne comme dans des événements exceptionnels. Et donc, mon quatrième point, évidemment, c'est pour les ODD. Donc, qu'on ait un 18e objectif, c'est très bien, à condition qu'ils ne réduisent pas ou qu'ils ne mettent pas toujours les arts en premier. On peut les mettre en premier, peu importe l'ordre, ça n'a aucune importance, mais on peut aussi mettre la diversité linguistique et la compétence linguistique comme étant tout à fait essentielle à tous les domaines. Donc, à condition qu'il soit ainsi impliqué, par exemple, sur un projet de parler de culture dans l'éducation, on y met tout de suite la présence des arts. C'est très bien, mais mettons aussi la présence des sciences, mettons-y la présence de la géographie, mettons-y la présence du sport. Ça, en général, on l'y met aussi un peu. Mettons-y l'éducation sociale, qui est ô combien culturelle. Donc, voilà pour le plaidoyer pour un objectif 18, mais à condition qu'il soit donc accompagné de l'analyse, et c'est ce que fait CGLU en particulier, des dimensions culturelles qui se trouvent dans les autres objectifs. Et à ce moment-là, on mettra beaucoup plus d'importance sur ce qui compte dans une gouvernance véritablement démocratique, c'est-à-dire le croisement des savoirs. Pourquoi faut-il beaucoup plus de sciences et pourquoi on n'y arrive pas? Parce que, disons ça de façon brève, les détenteurs de pouvoirs principaux, collusion entre États, grandes entreprises, entre autres, n'ont pas du tout envie de partager ces savoirs. Alors, la peur, c'est quand on voit un grand nombre de gouvernements, ils les méprisent, ils les censurent. On le voit aujourd'hui, je n'ai pas besoin de préciser. Et donc, à ce moment-là, ils coupent la branche sur laquelle on devrait être assis, si j'ose dire. Ils tarissent, soit plus joli, la source d'un véritable développement qui est la grande, comment dire, le grand appel des Lumières. Ose savoir, hein, ce que rappelait Kant, oser savoir. C'est bien. Pourquoi? Mais parce que c'est accepter de voir le risque en face, et c'est ça qui est difficile. Accepter de voir que la famine augmente en ce moment. Mais pourquoi? Pourquoi ne pas mettre la lutte contre la guerre, c'est-à-dire la paix, en priorité comme la première activité culturelle qui consiste à éviter, comment dire, euh, mieux comprendre cette diversité des cultures, non pas simplement des cultures au sens culture globale comme cela, ce qui est, comment dire, très secondaire, si j'ose dire, mais de la diversité des métiers, de la diversité des origines, de la diversité des langues, de la diversité des sensibilités, de la des diversités géographiques, etc., qui sont les véritables sources de paix. Petite conclusion. Cela implique que le moteur a besoin de, comment dire, de sa structure, de son intelligence, qui est la gouvernance démocratique. Aucun développement intégré, durable, n'est possible sans ce partage des savoirs dans tous les domaines, partout. Et donc, ce n'est pas l'État qui est premier, c'est l'ensemble des acteurs, acteurs civils, acteurs privés, acteurs publics, et ceci à toutes les échelles, à la fois spatiales, du proche et du lointain, et temporelles. Et cette intégration des échelles du développement qui demande ce partage d'intelligence, parce qu'il y a des gens qui sont évidemment spécialisés chacun dans leur domaine, et c'est ça notre intelligence collective, et c'est notre motif d'espoir, mais à condition d'apprendre là où il y a le plus de souffrance
et d'écouter les témoins qui sont le plus en souffrance parce que ceux-là sont en choc brutal avec toutes les ignorances. Pour travailler sur le développement comme bien commun, il faut percevoir qu'il y a aussi du mal commun. Voilà. Toutes les formes de guerre et de discrimination en sont le, comment dire, ce qui nous désespère, mais on n'a pas le droit au désespoir, parce qu'on sait que finalement l'intelligence est plus forte, mais à quel prix?